Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Le 7 août dernier, dans le secteur Gentilly de Bécancour, au Moulin-Michel, la résidente d'Aston Junction, Pauline Voisard, qui est réalisatrice et productrice, donnait un atelier de cinéma. Suite à quoi, nous l'avions interviewée, ce qui avait donné un reportage diffusé le 11 août et qui peut être retrouvé sur la page Facebook de Télécœur. Pauline Voisard nous avait demandé de ne pas diffuser les éléments portant sur son film à venir quand punir ne suffit pas, la justice réparatrice. Ce film est maintenant sur la place publique. Alors nous avons repris les éléments de l'atelier portant sur ce film et nous l'avons joint à une entrevue effectuée après la diffusion de ce film à Trois-Rivières le 24 octobre avec Catherine Rossi, docteur en droit, en criminologie, qui enseigne à l'Université de Laval et qui a servi de source à notre réalisatrice Pauline Voisard. Donc, voici pour vous. Bonne écoute! Donc, en gros, moi, je suis une cinéaste, productrice. Je travaille en cinéma depuis, on a dit ça, mon conjoint et moi, la semaine passée, ça va faire 50 ans que je travaille, que je fais des films. On fait du documentaire. On ne fait pas de fiction, on ne fait pas de commercial, on fait pas aussi du documentaire d'auteur qu'on finance avec les télés ou avec les bourses d'artistes ou des choses comme ça. Je trouve que quand on fait du documentaire, c'est comme si on était à l'école de la vie, à l'université, mais de façon perpétuelle. Parce qu'on apprend tout le temps quelque chose. Parce que, tu sais, les gens vont avoir, je vais avoir un flash. Je vais dire, ah, ça serait bon de faire un film sur telle affaire. Mais avant d'intéresser qui que ce soit, il faut que tu aies réfléchi. Parce qu'avec le même thème, tu pourrais faire 25 films différents. Parce que ça va être quoi ton approche? Ça va être quoi ton approche de contenu? Ça va être quoi ta trame narrative? Qu'est-ce que tu veux dire avec ce film-là? T'sais? Les gens confondent souvent documentaire avec reportage. Dans le reportage, tu vas avoir comme l'exemple. Fait que moi, dans mon film sur la justice réparatrice, j'ai pas donné la parole à plein de monde qui sont contre, qui sont pour, qui sont... je ne suis pas allée là. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'était l'idée de mettre la table pour que des personnes qui ont vécu un conflit puissent peut-être un jour se parler. Peut-être. Peut-être que ça ne se fera jamais. Alors, moi, c'est ça que je voulais montrer. Puis moi, ce qui m'intéressait dans mon film, qui s'appelle « Quand punir ne suffit pas, la justice réparatrice », c'est de voir pendant toute la recherche, j'ai suivi, je ne sais pas moi, une vingtaine de médiateurs, j'ai suivi des formations. C'était facile par Zoom. Comment être médiateur. Non, j'ai tout fait ça pour savoir un peu de quoi je parlais. Et j'aimais beaucoup voir travailler les médiateurs. Comment ils préparent chacun des parties. Alors moi, c'est ça que je voulais présenter dans ce documentaire-là. Donc, je voulais défaire des mythes aussi. Parce que les mythes, les préjugés, les gens disent qu'il faut absolument que les personnes se rencontrent en face à face. Non, des fois, ça ne se fera pas en face à face parce que au niveau sécuritaire, ça ne marcherait pas. Il y en a d'autres qui disent qu'il faut absolument pardonner. Hein? Il faut pardonner. Non, pas nécessairement pardonner. Il y a des pères qui ont abusé leur fille, puis la fille pourra dire « Tu ne seras plus jamais mon père. » T'sais? Mais je veux t'expliquer ce que ces gestes-là que tu as posés sur moi ont fait et m'ont marqué pour le reste de mes jours. Fait qu'ils préparent, puis les gens ont l'autre préjugé, les gens vont toujours dire ben c'est juste pour des petits crimes, c'est pour des chicanes de voisinage, c'est pour tu vas à l'étalage. Non. Il y a vraiment, ça peut aller au crime le plus grave, ça peut aller au meurtre, ça peut aller au abus, ça peut être violence conjugale, ça peut être la chicane de voisinage. Fait que moi, je suis le médiateur. C'est ça, puis je les suis quand ils font la partie A puis la partie B. Fait que là, je pourrais vous montrer la bande-annonce. La justice réparatrice, d'abord,
c'est une justice qui ne met pas le focus sur le contrevenant. Juste en partant, juste la posture que tu occupes quand tu regardes une situation, ça va être déterminant sur les suites que tu vas donner. Certaines victimes qu'un juge déclare l'accusé coupable, c'est pas satisfaisant. Ce qu'elles veulent, c'est d'entendre l'accusé dire « je t'ai fait du mal ». Donc tout ce bout-là, quand un juge déclare un accusé coupable, puis que l'accusé n'a pas dit qu'il était coupable, ben je sais pas, il y a des victimes qui sont moins satisfaites. Je voulais vraiment tout savoir, tous les détails. Il y était 3 personnes dans cette maison-là. Mon père est décédé, puis il y en a un qui est encore en prison, fait que c'est avec lui que je veux parler. J'ai compris qu'avec Justice Valettis, que j'avais pas fait seulement qu'une victime. Oui, j'avais une victime directe, mais j'avais fait plusieurs victimes indirectes. Et là, mon questionnement, c'était comment est-ce que je pouvais réparer tout ça. On n'est pas là-dedans. Moi, j'ai une opinion sur tout. J'ai plein d'émotions en dedans. Ça me fait vivre plein d'affaires parce que c'est du vrai monde avec des vraies histoires. Ben moi, je voulais surtout parler, mettons, de comment que moi je l'ai vécu quand j'étais jeune. Je peux te dire, j'ai vraiment honte de ce que j'ai fait. J'ai beaucoup de remords. Je veux vraiment, sincèrement et honnêtement m'excuser. Ben, j'y crois parce que j'ai vu ce que ça donne. Puis j'y crois aussi parce que c'est une autre possibilité. Et qu'on ne doit pas avoir une réponse unique à toutes les situations et on doit permettre aux gens de choisir la réponse. Alors voilà. Ouais. Fait que ce film-là, à un moment donné, j'avais fait des brainstorming. Quand à un moment donné, j'étais en panne d'idées, je ramasse une couple de monde que je connais, puis je leur dis qu'est-ce qui pourrait être intéressant de traiter. Puis il y a quelqu'un qui a dit la justice réparatrice, puis j'ai fait ah oui, je voulais faire ça. Parce que moi, j'ai déjà fait dans les années 90, j'étais allée dans une communauté autochtone, puis ils faisaient eux autres, ils appelaient ça des cercles de règlement des différends. Alors, c'est un peu le principe de la personne qui a tué quelqu'un de la communauté. Elle va aller en prison, elle va peut-être, elle va être libérée de façon conditionnelle au bout de 15 ans. Mais elle va revenir dans la communauté. Puis la maman de la fille qui a tué est encore là. Puis ils vont avoir à se parler. Fait que, y a-t-il moyen d'essayer de tenter un dialogue? Fait que moi, c'est ça qui m'intéressait. Comment, à partir du moment où que ça soit de préparation de fin de vie, que ce soit... Si on pouvait essayer de se parler puis de trouver comme des manières de parler de nos limites, de parler de ce qu'on est. Sandy, qu'on voit, là, une médiatrice de l'Estrie, elle dit tout le temps, les victimes, c'est pas juste des petites victimes. Il y a des victimes qui vont faire l'épicerie, qui élèvent leurs enfants, qui vont porter leurs enfants à la garderie, puis ce qu'ils veulent dire, là, à la personne, bien, tu as scrappé ma vie, tu as scrappé, tu es responsable de tout ça, mais moi, je vais continuer à vivre. Puis oui, je ne pourrai jamais l'oublier parce que ça fait partie de ma vie. Fait que, tu sais, c'est ça, moi, qui m'intéressait, puis je me suis dit, ah, mon Dieu, mais je vais me faire, probablement, je vais me faire ramasser, dans le sens que c'était pas un sujet facile, mais en même temps, il y a 4 cas, des cas plus légers, puis c'est beaucoup le focus, c'est médiateur. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Avez-vous essayé de comprendre aussi le criminel qui fait ces gestes-là? Qu'est-ce qui l'a amené à poser? Ça doit être un cheminement complexe. À justice réparatrice, on ne va pas là. On va pas, je ne suis pas une psychologue, puis je ne me prends pas pour une psychologue. Moi, c'est ils ont été jugés par le système. Ils ont été en prison, ils ont été... Fait que, tu sais, à partir du moment où tu te dis que ben, tu peux évoluer dans la vie, peut-être, ben moi, ça m'intriguait. Fait qu'on ne va jamais dans... Moi, tu sais, j'ai rencontré des gens depuis 2 ans, on ne va pas dans la description macabre du geste. On ne va pas là-dedans. On va dans le futur, puis la personne qui demande, la victime qui demande à rencontrer
l'agresseur ou qui veut rencontrer quelqu'un qui a déjà agressé, parce qu'il y en a qui vont ils appellent ça en apparenté, là, pas avec la vraie personne, mais parce qu'il faut que les deux veuillent, là. Puis il faut que les deux peuvent lâcher n'importe quand, là. Puis ça fait pas de diminution de peine, puis ça fait pas, tu sais, tout ça, c'est des préjugés qu'on peut avoir, mais qui sont pas ça. Fait que c'est ça qui m'a intéressée, de dire que, bon, premièrement, j'ai appris énormément, puis je dis, ça peut être une option. Il y a des programmes au ministère de la Justice pour une première offense. Tu sais, ils disent une première offense, une affaire, un vol à l'étalage. On va-tu mettre quelqu'un en prison alors que les prisons débordent? On va le faire travailler, soit rencontrer sa personne victime, soit faire des travaux communautaires, mais pas faire un travail communautaire en disant tu vas faire 10 heures. Non, non. Mettons, tu as volé dans telle affaire, ça a fait tel impact, OK, bien tu vas aller travailler là-dedans. Tu sais, tu vas aller t'impliquer, tu vas faire un réel travail sur toi. Pour comprendre le geste. Oui, pour comprendre le geste. Parce que dans les expériences les plus significatives, moi comme réalisatrice, il y a punir, quand punir ne suffit pas, ça va avoir été une expérience marquante pour moi, là, à cause de l'investissement de temps, de l'investissement éthique aussi. Tu sais, moi, en tournage, je me censure jamais. Je tourne tout ce que je peux tourner. C'est pas au tournage qu'on se censure, c'est au montage. C'est au montage que là, on fait les choix éditoriaux de dire, est-ce que je vais trop loin? Est-ce que c'est éthique de présenter cette réalité-là? Si oui, je la présente comment? Où je m'arrête? Qu'est-ce que je montre? Puis qu'est-ce que je montre pas? Le documentariste a une très, 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 très grande responsabilité éthique dans les choix qu'il va faire. Puis dans punir, je me pose la question constamment. Puis jusqu'à temps que je vais le lancer, on va se la poser. Dans le sens que tu ne veux pas nuire aux gens, tu veux pas atteindre à leur réputation, tu ne veux pas te faire poursuivre. Donc, il y a toujours dans punir, il y a toutes les gens, voulez-vous être de dos, voulez-vous qu'on transforme votre voix, voulez-vous qu'on ne dit pas vos noms, il n'y a aucun nom, c'est leur vrai nom. Tu sais, il y a comme tout ça qu'il faut réfléchir. Justice, je l'ai tourné avec un directeur photo qui faisait le son. Parce qu'on allait justement dans l'intimité des gens. Je n'étais pas pour débarquer, moi, avec 4-5 personnes dans une équipe. Mon distributeur me disait dernièrement, écoute Pauline, c'est quoi tu veux toi en premier? Je dis, moi je veux faire la diffusion. Je veux que le film il soit vu, je veux me promener avec ce film-là. C'est sûr que les festivals, c'est bon pour le nombril, c'est bon pour l'ego, c'est bon pour un CV, c'est sûr. Mais pour moi, c'est pas pour ça que je fais des films. Moi, je fais des films pour aller à la rencontre des gens, pour parler avec les gens, pour parler de ma passion. Puis de voir pourquoi je fais ça encore alors que tous mes chums sont à la retraite. Pourquoi je suis encore dans ce métier-là, puis j'ai encore des projets. Alors ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Trois-Rivières, nous sommes à la salle de cinéma Le Tapis Rouge avec Catherine Rossi. Bonjour. Bonjour. Elle est docteure en criminologie et en droit privé et enseigne la criminologie à l'Université Laval. Et elle est ici ce soir, comme moi d'ailleurs, parce qu'il y avait une projection du film « Quand punir ne suffit pas » de Pauline Voisard. Alors, vous avez participé à quel titre au film? On vous voit apparaître? Oui, tout à fait. J'ai été vraiment... on est venu me chercher dans le cadre de ce film davantage pour mettre en valeur les côtés plus peut-être généraux, explicatifs, et puis le support recherche qui vient avec la justice réparatrice. Oui, parce que pendant la discussion tout à l'heure, vous incitiez que, bon, vous êtes celle qui donne les chiffres, qui fait les graphiques, tout ça. Donc, c'est un peu la base théorique là, pour le film, la réalisatrice, entre autres.
Oui, tout à fait. Mais la justice réparatrice, c'est beaucoup de pratique. C'est quelque chose qu'on connaît davantage comme une manière de faire un accompagnement du travail, en fait, qui rentre dans la grande famille du travail communautaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même énormément de bagages historiques, de bagages scientifiques, théoriques en arrière, et que ce sont des programmes qu'on évalue au quotidien. Donc, ça vient avec des statistiques. On fait beaucoup aussi de recherches sur comment se sentent les usagers après être passés à travers ces programmes, donc les victimes, les infracteurs, leurs proches. Il faut savoir comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils ont apprécié, surtout pourquoi ils sont allés là, qu'est-ce qu'ils attendaient et est-ce qu'ils ont trouvé ce qu'ils étaient venus chercher. Parce qu'il y a un intérêt scientifique à faire ça, mais il y a aussi, faut légitimer ces programmes-là. J'imagine que parfois, les bailleurs de fonds, les gouvernements, tout ça, demandent à être convaincus que ça fonctionne. Ou... Oui, tout à fait, mais c'est une question délicate. La justice réparatrice, elle a vraiment été créée pour aller à la rencontre des attentes des personnes. C'est-à-dire pour aller chercher dans les conséquences du crime la manière dont on l'a vécu de manière personnelle, de manière très subjective. Donc si vous voulez, à cet égard, c'est un peu le contraire de ce qu'on fait dans la justice pénale, où on s'occupe essentiellement de l'ordre public, c'est-à-dire des conséquences du crime sur la société. On veut protéger la société, on veut protéger de la récidive, on veut protéger... En fait, on veut que les citoyens puissent vivre librement et en étant en sécurité. Dans la justice réparatrice, on va aller chercher vraiment un peu les causes, surtout les conséquences, les torts causés. Et ça, souvent, on n'a pas le temps de le traiter dans la justice pénale. Ou en tout cas, ce n'est pas vraiment fait pour ça. Donc, si vous voulez, ce ne sont pas toujours des programmes... c'est pas qu'ils ne sont pas populaires, parce qu'en fait, quand on sait comment ils fonctionnent, ils deviennent populaires. C'est juste qu'on ne pense pas nécessairement à ça avant de l'avoir vécu soi-même. Et ça, c'est difficile à montrer. Et c'est ce qui est extrêmement bien fait dans le film, c'est que pour une fois, on a une idée de pourquoi les gens veulent participer à ces programmes. On a aussi une idée de comment est-ce qu'on travaille avec eux. Comment est-ce que la justice peut être personnelle, peut être contextuelle, peut être subjective. Mais toutes les réponses à ça sont dans ce très, très beau documentaire. Et ça prend tout ça pour qu'elle soit réparatrice, parce que justement, pour beaucoup de gens, la punition de l'infracteur ne suffit pas. Ça laisse des marques, ça laisse des traces. Puis... Alors, il fallait avoir la curiosité de faire ce film-là. Il fallait avoir aussi certaines qualités humaines, j'imagine, pour y arriver. Il y a rien de plus intime que ce qu'on voit dans ce film. Les gens, les blessures qui résultent de traumatismes, de crimes qu'on a vécus, ou quand on était jeune, parce qu'il y a des personnes qui sont victimisées dans l'enfance, ou même à l'âge adulte où on est pris par surprise, ou même, en fait, même les accusés, les infracteurs, souvent, ils ne se lèvent pas le matin en disant « je vais commettre un crime aujourd'hui », contrairement à ce qu'on pense. Donc il y a tout cet effet d'immenses troubles sociaux, d'immenses troubles intimes. On est dans l'intimité pure. Donc je vous dirais, il n'y a probablement pas plus difficile à faire comme documentaire. Il faut que les gens acceptent de vous montrer leur intimité, puis leur intimité la plus sombre souvent, même quand on est dans son droit, on n'a pas envie de dévoiler, on garde des pudeurs, parfois on a honte, parfois on a des douleurs associées à ces événements-là, et de montrer ça avec éthique, avec, je vous dirais vérité, mais au sens dans son beau sens, c'est-à-dire on montre les bonnes raisons, les raisons pour lesquelles les gens vont là, comment est-ce qu'on les accompagne, et montrer finalement que le tabou a pas lieu d'être. La justice réparatrice, elle est peu connue parce que les gens ont beaucoup d'a priori sur ce qu'elle est. Et dans le film, finalement, on se rend compte que c'est de l'intime, mais c'est de l'intime qui pourrait concerner tout le monde. Et donc, oui, c'était particulièrement difficile à faire, je pense. Et Madame Voisard a réussi à passer ses filtres. Et ce que nous dit Pauline Voisard en discussion, c'est que ce qui l'a intéressé à le faire, c'est que justement la méconnaissance qu'elle en avait, puis que peut-être sa perception que le reste de la société en avait aussi. Et puis aussi, la façon dont elle le fait, c'est en étant discrète, en étant, premièrement, une toute petite équipe, ils étaient 2.
Ils arrivaient, je pense, avant que les autres personnes entrent dans la salle. Ils ne bougeaient pas, ils se faisaient oublier. Donc, ils ont mis les chances de leur bord aussi, là. Puis, on a fait remarquer une des médiatrices qu'on voit dans le film dit leur travail, c'est de créer un lien. Et là, il y a un lien qui s'est créé avec l'équipe. Oui, mais on peut mettre des tas de mots là-dessus. Moi, j'en connais qu'un de mots. C'est pas la discrétion, c'est l'éthique. Il y a des journalistes, il y a des artistes qui travaillent bien, mais qui travaillent aussi avec immensément d'éthique. Et l'éthique, c'est avoir pour premier intérêt la personne que l'on interroge. J'entendais Madame Voisard, Pauline, dire tout à l'heure, nous, les documentaristes, on va voler la vie des gens. Mais je trouve que c'est exactement ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a rien volé. On lui a donné et elle a su faire exactement respecter ce qui avait été donné sans jamais pousser au-delà. Et ça donne des effets merveilleux. Ça fait que les personnes ont vraiment montré ce qu'ils étaient. Elle a su capter cette lumière-là, et les côtés plus sombres aussi. Je vous dirais la lumière, mais ce n'est pas un documentaire nécessairement facile à voir, au sens où il vient toucher beaucoup. Et donc, voilà, ça prend de l'éthique. Oui, et vous avez posé la question à la fin de la discussion tout à l'heure, à savoir quand est-ce que le film pourrait être accessible, on pourrait acheter le film. Donc, j'imagine que plusieurs personnes, dont vous, allez pouvoir vous en servir. Elle aura en même temps fait œuvre utile. Ça pourra servir à peut-être sensibiliser des gens, les informer, ou même dans un contexte académique comme vous. C'est pas nécessairement monsieur, madame, tout le monde. C'est des gens qui étudient là-dedans pour en faire leur gagne-pain, tout ça. Donc, vous voyez l'intérêt que ça a pour vos cours. Oui, absolument. Moi, je fais partie des personnes qui ont le plus hâte que ce genre En fait, que le film soit disponible de manière plus large. Oui, évidemment, pour les formations académiques, mais aussi pour toute la création de réseaux de partenariats. Davantage, le grand public aussi, bien sûr, mais le grand public, il va avoir accès à ces programmes, même s'il ne les connaît pas à un moment donné par le processus de mise en place de la justice, on finit par leur expliquer en quoi ça consiste. Ce qui est plus difficile, c'est d'expliquer aux gens avec lesquels on travaille, aux autres organismes. Par exemple, un thérapeute, par exemple, si une victime vient nous voir et qu'elle veut participer à ces programmes de justice réparatrice, ça se peut qu'elle est accompagnée dans la vie par un psychologue, cette personne-là. Et le psychologue n'a peut-être aucune idée de ce que c'est la justice réparatrice. Or, elle aura peut-être besoin de suivre la personne, de l'accompagner aussi. Et ça, dans ce cadre-là, ça va être extrêmement aidant d'avoir ce genre d'outils. Puis je vous dirais qu'en en parlant, moi, j'en reviens pas qu'on n'en ait pas eu avant 2022. Je vous dirais une chance, une chance. En fait, quelque part, c'est que c'est les gens qui n'ont pas été touchés par la criminalité qui ne le savent pas. Parce que si vous dites que le système est assez bien fait, que quand on est dans le système, c'est une option qu'on vous offre à un moment donné, là, comme victime ou comme infracteur. Non, souhaitons-le. C'est peut-être ça aussi. Là. Bon, Dieu merci, on n'est pas au courant parce que on n'en a pas eu besoin peut-être. Là, ce qu'on essaie de montrer surtout, je pense, ce qui est très bien fait dans ce documentaire, c'est qu'on découvre une profession qui est pourtant extrêmement bien répandue au Québec, qu'on connaît nous très très bien, mais qu'on n'arrive jamais à voir comment ils travaillent dans le bureau. Et c'est ça qu'on voit dans ce documentaire. Parce que les médiateurs, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Les médiateurs en matière criminelle, on a déjà un peu plus de mal à savoir, mais de les voir travailler comme on voit dans le film, ça, c'est à mon avis assez inédit, oui. On les connaît surtout dans le monde du travail ou, les avocats, dans le droit de la famille, tout ça. Fait que moi, c'était ça que ça renvoyait dans ma tête, un médiateur. Et là, on discutait avec aussi les médiatrices tout à l'heure, puis les gens d'Équijustice. Et là, des gens de la salle leur demandaient, est-ce que vous arrivez à traiter tous les cas qu'on vous amène, tout ça. Et là, ce film-là va peut-être faire comme le mouvement MeToo, va peut-être amener des gens à avoir besoin du service. Mais de notre côté, je me disais ça va peut-être aussi amener des vocations de médiateurs, médiatrices. Oui, tout à fait. Encore qu'on
des vocations. On n'en manque pas vraiment parce qu'on a quand même de nombreux programmes. Quand vous suivez des études de droit, des études évidemment de criminologie, des études en travail social ou dans des disciplines qu'on appelle connexes, en psychoéducation, au bout d'un moment, ce genre de profession est quand même rendu accessible. Cela étant dit, pour devenir médiateur, on n'a pas du tout besoin nécessairement de faire des études. Il y a toutes sortes. Alors, je précise, médiateur en justice réparatrice, parce qu'il ne faut pas confondre avec les médiateurs dans les cas de divorce, justement, qui font un travail complètement différent. Mais pour ce genre de médiation justice réparatrice, on va l'appeler plutôt. Ce n'est pas nécessairement obligé de faire des études. Ça dépend du genre de justice réparatrice que vous voulez pratiquer. Donc, on peut le faire aussi de manière citoyenne bénévole. C'est sûr que si vous voulez faire de la justice réparatrice en matière de crimes graves, ça va prendre des études, mais surtout, en fait, c'est pas des études, c'est une grosse formation et beaucoup d'expérience. Est-ce que je me trompe, mais c'est des qualités humaines que ça prend. Ça prend une grande empathie, un jugement très, très solide, plus que peut-être des études vraiment pointues, là. Oui, mais alors, les qualités humaines ne suffisent pas. Il y a énormément de techniques. Les personnes qui vont voir le documentaire, il y a une des intervenantes qui le dit très bien. On ne me voit pas travailler, on n'a pas l'impression que je travaille. Et en fait, je travaille énormément. C'est énormément de techniques pour justement pouvoir accompagner une personne et ne pas l'influencer, ne pas essayer de faire ce que nous, on veut, de mettre nos propres préjugés dans sa démarche. C'est extrêmement compliqué à faire. Donc, ce n'est pas des études en tant que telles, au sens théorique, etc. Encore qu'à un niveau élevé, ça va prendre quand même des connaissances quand vous jouez dans une cour où il y a vraiment beaucoup d'infractions, etc. Ça va prendre un peu des compétences un peu plus théoriques. Mais donc, c'est aussi beaucoup de techniques, c'est beaucoup de formation pratique. Donc, c'est pas nécessairement... Je vais répondre simplement à votre question. La bienveillance ne suffit absolument pas pour faire ce métier. Encore qu'elle soit absolument nécessaire, mais elle ne suffit pas. Je retiens le concept de multipartialité parce que je suis complètement ouvert à l'infracteur, je suis complètement ouvert à la personne victime, puis je suis capable de faire la part finalement entre les deux réalités, puis essayer de les rapprocher comme ça, là. Ça, c'est intéressant. Mais quand vous faites le choix d'un métier dans la justice réparatrice, vous devez avoir les compétences d'un intervenant auprès des victimes et d'un intervenant auprès des infracteurs. Donc, je vous dirais que c'est plutôt, à mon avis, une double profession qu'autre chose. Et moi, je suis toujours très surprise de la complexité, en fait, de ce que moi je sais de la complexité de ce métier par rapport à ce que les gens s'en font comme idée en pensant qu'on peut y arriver vite fait. Mais c'est des professions extrêmement compliquées. Vous faites bien de me recadrer là-dessus, hein. On a fait du chemin, l'humanité. C'était les sévices corporels, jadis, la punition. La prison, graduellement, ça a été plus des asiles au début, puis éventuellement, on a interné des prisonniers, et là, on cherche des méthodes alternatives, des méthodes plus humaines, quelque part, oui, mais aussi plus effectives, plus efficaces, parce que on veut que la personne victime aille mieux, parce que qu'est-ce qu'on a réglé si on punit, on évite peut-être la récidive, peut-être, parce que on sait tout ce qu'on vit comme problème, là, entre autres avec les conjoints violents qui ressortent, puis mais on n'a rien réglé si les victimes se sentent pas mieux. Donc ça, je pense qu'on tient quelque chose, là, puis vous dites, ça fait quand même longtemps que ça fonctionne, entre autres, dans les services correctionnels, mais on est en train de l'étendre, ça fait tache d'huile, puis ça, je pense que moi, ça me donne de l'espoir, quelque part, en nous, en l'humanité. Mais oui, tout à fait. Mais vous savez, on évolue aussi avec les valeurs de la société. De l'espoir, bien sûr, mais c'est surtout qu'on est dans un monde en éternel changement. Ce que je veux dire par là, c'est que le système qui était en place dans les années 80 correspondait très probablement énormément aux valeurs de l'époque, puis des années 90.
Donc, la justice réparatrice, elle a sa place aujourd'hui parce qu'on a un contexte social mondialisé, mais aussi un contexte de modification des valeurs qui a changé. Et beaucoup le rapport qu'on a à l'abus de pouvoir, qui est extrêmement différent que la vision, en fait, de la vision qu'on en avait avant. Dans ce cadre-là, oui, elle a beaucoup plus sa place aujourd'hui. Et je pense que ce n'est pas uniquement un problème d'avoir sa place, c'est d'avoir les supports pour la tenir. Je pense qu'on a une société qui est aussi beaucoup plus outillée pour avoir à disposition ce genre de programme. Et un des éléments en particulier qu'on n'avait pas avant, c'est que maintenant, on travaille énormément en partenariat. Ces programmes-là, ils ont besoin de la complicité des services de justice, même pénale, de nos ministères, de tous nos organismes communautaires, etc., etc. Et c'est parce qu'on arrive à travailler ensemble maintenant que ça, c'est possible. Puis on va se terminer parce qu'avant qu'on se fasse mettre dehors, là, tout le monde est en train de se ramasser. Peut-être en se lançant une fleur au Québec, nos voisins américains sont assez loin. Il y a plusieurs États qui ont encore la peine de mort. On le disait tout à l'heure dans la discussion, l'Ontario n'a pas du tout un système aussi avancé que celui-là. On est en train de réussir quelque chose et peut-être serons-nous un modèle. Ben écoutez, si on n'est pas publié, si personne nous entend, moi je suis quand même assez persuadée qu'on est parmi les meilleurs du monde. Ben, en tout cas, les gens qui écoutent Télécœur le sauront. Alors merci Catherine Rossi pour cet entretien. Merci, bonne fin de soirée. Merci à vous. Bonne continuation.